Voilà, alors bonjour, merci pour l'invitation, merci pour l'accueil. Effectivement, ça fait maintenant quelques années que la Suisse se balade en Écosse et l'idée c'est peut-être de vous montrer quelles sont les évolutions qui ont marqué ces années de pratique d'Écosse. Alors peut-être en deux mots juste pour situer le contexte et puis voir ce qui est relativement similaire dans nos cursus. Notre cursus a aussi 6 années, réparties sur, nous avons 7 facultés de médecine en Suisse qui sont réparties dans plusieurs régions linguistiques, avec des modes d'accès aux études qui sont différents selon les régions linguistiques. Ça, c'est les particularités de l'État fédéral où chaque canton peut avoir sa propre manière de décider certaines choses. C'est-à-dire que dans la partie où on parle l'allemand, la sélection se fait avant le début des études par un test d'aptitude, et en Suisse romande, où on parle français, la sélection se fait en fin de première année par le biais d'examens de type concours. Alors, nous pratiquons les Écosses au niveau fédéral depuis 2011. Donc, depuis 2011, il y a un examen fédéral qui a été mis en place qui comporte un questionnaire à choix multiples de 120 à 150 questions réparties en 2 jours, enfin 2 jours avec 120 à 150 questions, et un examen Écosse de 12 stations qui dure, elle, 13 minutes. Alors, cet examen fédéral est donc national, il est régi par une loi fédérale, son développement est centralisé par un institut d'enseignement médical à Berne, dans la capitale, et petite distinction, mais je pense qu'il est quand même de taille, chez nous cet examen n'est pas classant, il est réussi ou non réussi, il donne accès à la pratique post-graduée, donc de 3e cycle. Mais voilà, les spécialités se choisissent autrement, je ne vais pas entrer dans les détails. Nous avons un référentiel qui, particularité linguistique, est en anglais. Effectivement, c'était difficile de le traduire dans les 3 langues, voire 4 langues officielles de la Suisse. Donc ce référentiel s'appelle Profiles. Vous pourrez, si ça vous intéresse, le consulter sur le site profilesmed.ch. Il comporte 3 grandes parties. Une partie de compétences du CANMEDS, qui est un référentiel d'origine canadienne qui est probablement connu. 9 EPA, Entrustable Professional Activities, dont vous pouvez prendre connaissance ici, qui comporte tout ce qui est des aspects d'anamnèse, d'examen clinique, de prise en charge, d'interprétation des tests, de gestion d'urgence, et puis des situations as starting points, des situations, des plaintes, des présentations cliniques. Là, je vous en ai mis quelques-unes qui sont relatives au thorax. Par exemple, savoir prendre en charge une douleur thoracique, savoir prendre en charge une dyspnée. Et c'est principalement sur ce référentiel que sont basées les différentes stations d'Écosse. Alors, cette Écosse fédérale est aussi développée sur la base d'ateliers. Les stations sont créées par des médecins de facultés, des médecins enseignants dans des facultés différentes et de disciplines différentes. L'idée par là, c'est de pouvoir un tout petit peu calmer les ardeurs de certains spécialistes qui voudraient peut-être aller loin dans leur discipline, et peut-être que le collègue d'une autre discipline est là pour lui dire « Attends, ça c'est peut-être un petit peu compliqué ». Et il y a un coach aussi, une personne qui a l'expérience du développement des stations Écosse, qui les accompagne pour les soutenir dans le développement des stations. Ces stations sont ensuite validées par un comité de révision avec des représentants des 7 facultés et des médecins de premier recours qui sont intégrés dès la construction des vignettes. Et ce comité de révision s'assure de la pertinence, de la justesse et de l'adéquation du niveau des différentes stations. Ensuite, ces stations sont testées avec les formateurs de patients standardisés des 7 facultés. Et il y a aussi un contrôle de qualité pendant l'examen avec des personnes qui circulent sur les différents sites d'examen pour s'assurer du bon niveau et du bon déroulement des examens.
Le plan, la planification des stations a quand même une visée qui est très généraliste, dans le sens qu'on va plutôt s'assurer que les étudiants, les candidats sont évalués sur des pathologies fréquentes et importantes, avec une diversité, que ce soit l'âge des patients représentés, des settings, enfin des settings d'ambulatoire, hospitalier, urgence et de toutes les disciplines qui sont représentées, y compris des stations orientées sur la communication comme la décision partagée ou l'annonce de diagnostic, ou des présentations qui sont un petit peu plus vagues, des symptômes généraux comme la fatigue, la fièvre ou la perte pondérale. La grille d'évaluation répond toujours à peu près au même schéma, c'est-à-dire que la partie spécifique de la station, l'anamnèse, le status, donc l'examen physique, et le management, la prise en charge, dans tout ce qui est poser le diagnostic, prévoir des examens complémentaires ou un traitement, représente le 75% de la valeur des points de la station. Et il y a une partie de communication qui est commune à toutes les stations, qui représente 25%. Et cette partie de communication évalue 4 dimensions particulières. La réponse au sentiment du patient et à ses besoins, ce qu'on met sous le grand chapeau empathie, la structure de l'entretien, l'expression verbale et l'expression non verbale, avec une échelle de Likert à 5 points. Les parties spécifiques sont plus traditionnelles, à poser telle question, oui, non, à fait tel examen clinique, oui, non. Alors dans les Écosses, c'est vrai qu'on a eu l'impression d'observer quelques attitudes des candidats qui n'étaient peut-être pas celles qu'on souhaitait au début de l'introduction des Écosses, comme par exemple l'apprentissage par cœur de listes de questions qui sont ensuite restituées de façon automatique et un peu style mitraillette vis-à-vis des patients standardisés, le fait de singer, de mimer l'examen clinique parce que finalement on sait que c'est pour de faux, que le patient standardisé, quand bien même il peut simuler certains signes pathologiques, dans le fond, il est en bonne santé. Évidemment, des difficultés à cibler la plainte et à investiguer une situation en 13 minutes. Et aussi la chasse au point, c'est-à-dire l'idée, là aussi on revient un petit peu à l'apprentissage par cœur, ou en tout cas l'idée d'en faire le plus possible dans les 13 minutes imparties, sans vraiment cibler, sans vraiment que ça fasse sens ou que ce soit cohérent. Et peut-être une question qu'on s'est posée au fur et à mesure des années de développement d'Écosse, c'est comment évaluer le raisonnement clinique. Et là, l'idée, c'est pas de prétendre ou de dire que l'Écosse, c'est la meilleure façon d'évaluer le raisonnement clinique, mais plutôt de se dire, dans le cadre d'un Écosse, comment est-ce qu'on peut faire pour quand même arriver à évaluer le raisonnement clinique des candidats et pas seulement des automatismes. Alors les pistes d'évolution que nous avons suivies au fil du temps, c'est peut-être évaluer des items plus globaux, tels que la grille de communication que je vous ai évoquée tout à l'heure, avoir des stations plus diversifiées qui impliquent des interactions avec l'expert. Je vais vous en montrer quelques exemples. Et aussi peut-être des tâches plus complexes ou qui sont plus engrainées les unes dans les autres. Alors, un petit florilège de types de stations telles qu'elles ont été développées au fil du temps. Je vais venir au fur et à mesure pour les détailler. Donc peut-être la station standard, la station de base, pour nous, c'était une station d'anamnèse, la plupart du temps avec un status, un examen physique, mais pas forcément non plus dans toutes les situations. Il arrive par exemple, notamment pour des stations de pédiatrie, car nous n'avons pas de patients standardisés enfants ou nouveau-nés, que cela se fasse sur la base de cartes ou de vidéos. Et la partie prise en charge, donc typiquement ce serait la station avec une plainte précise, des céphalées, une présentation clinique relativement stéréotypée et un diagnostic de méningite. Dans les stations standards, on peut aussi parfois glisser un agenda caché.
ce qui, en tout cas à Lausanne, est arrivé assez tôt, mais par exemple des céphalées, mais avec quelque chose d'un tout petit peu plus complexe, où il faut chercher un petit peu plus, par exemple des céphalées de tension dans un contexte de surcharge professionnelle, donc il faut aller un petit peu creuser avec le patient pour, dans son contexte social, identifier qu'il y a une surcharge professionnelle qui peut être à l'origine de ces maux de tête. Nous avons aussi des stations vraiment uniquement orientées, focalisées sur la communication. Des stations de 13 minutes, ça reste relativement limité, mais par exemple des annonces de diagnostic, de l'entretien motivationnel, par exemple un patient qui vient avec une demande de pouvoir diminuer ou arrêter de fumer, ou dans un contexte où on aurait trouvé un événement cardiaque, par exemple, son médecin l'adresse pour discuter de l'arrêt du tabac. Aussi des stations hybrides, des stations avec patients simulés et mannequins dans la même station. Par exemple, une station de gynécologie, un écoulement vaginal avec l'entretien, l'anamnèse qui se fait avec la patiente et l'examen gynécologique qui se fait sur le mannequin. Plus récemment, on a aussi développé des stations orientées sur l'interprofessionnalité avec une autre personne, un personnel soignant en contexte d'urgence. Donc, c'est des stations dans lesquelles on trouvera un infirmier ou une infirmière simulée. Alors, on s'efforce de recruter ces infirmiers simulés au sein tout de même de la profession de soignant parce qu'il y a quand même des gestes, des réactions à avoir qui ne peuvent pas être complètement apprises par cœur en fonction de la situation. Ce n'est pas un rôle à jouer, il faut quand même avoir quelques connaissances. Et donc, l'étudiant va interagir avec son patient standardisé et le professionnel ou la professionnelle de santé pour prendre une situation d'urgence en charge pendant les 13 premières minutes. Par exemple, une décompensation diabétique où l'infirmier, l'infirmière sera chargé de tester la glycémie, de mettre une perfusion, de donner du sucre et ainsi de suite. Finalement, la manière dont on a pu introduire des évaluations ou sortir de cet apprentissage par cœur ou de situations trop stéréotypées, c'est d'ajouter des interactions avec l'expert ou l'experte dans la station. On a développé deux types de stations, les stations de raisonnement clinique. À l'intérieur d'une station de 13 minutes, il y a une première partie de 9 minutes qui consiste justement à faire l'anamnèse et éventuellement le status du patient standardisé. Et ensuite, pendant les 4 minutes restantes, de répondre aux questions de l'expert. Alors, par exemple, la situation pourrait être quelqu'un qui vient avec une toux, donc anamnèse, examen clinique. Et ensuite, dans la deuxième partie, l'idée serait par exemple de produire un fichier audio d'une auscultation pulmonaire pathologique que l'étudiant écoute et ensuite répond aux questions de l'expert, par exemple de décrire cette auscultation, de donner l'hypothèse diagnostique principale, 3 arguments en faveur de cette hypothèse diagnostique, des diagnostics différentiels et indiquer quelle est la prise en charge immédiate de ce patient ou de cette patiente. Une autre station qui permet de tester le raisonnement clinique, c'est la station de présentation de cas. Alors ça, c'est une station double. En fait, ce n'est pas une seule station, ce sont 2 stations consécutives de 13 minutes avec des experts différents qui comptent comme 2 stations différentes. Dans la première station, anamnèse et status avec le patient standardisé, sans qu'il y ait de restitution du diagnostic ou de l'hypothèse diagnostique au patient. Et ensuite, dans la station suivante de 13 minutes, là, il n'y a pas de patient standardisé, il y a uniquement l'expert. Dans un premier temps, l'étudiante a 4 minutes pour préparer une synthèse du cas et pendant les 9 minutes suivantes, présente le cas succinctement selon des recommandations qui sont données en amont et ensuite répond aux questions et argumente avec l'expert. Par exemple, pour une station de vertige, la première station, donc les 13 premières minutes, il faut faire une anamnèse ciblée sur les vertiges et un status. Alors,
dans les 13 minutes principalement neurologiques, on va dire, les éléments orientent assez vite sur quelque chose de central plutôt que périphérique. Et dans la deuxième station, donc il y a ces 4 minutes pour préparer son résumé, la présentation du cas qui prend quelques minutes, c'est vraiment le motif de consultation et les éléments les plus relevants de l'anamnèse et du status. Et ensuite, l'expert va poser des questions. Quelle est l'hypothèse diagnostique principale dans cette situation? Quels sont les 2 diagnostics alternatifs envisagés? De développer des arguments pour et contre ces diagnostics et les investigations proposées. Probablement dans cette situation, une imagerie cérébrale va être demandée et à ce moment-là, l'expert peut montrer l'IRM cérébral. Dans la plupart des cas, dans ce type de situation, ces étapes sont quand même assez structurées et il y a un moment ou un autre où même si le candidat ne pose pas la question, ne prescrit pas d'IRM, l'expert va quand même donner l'image pour pouvoir continuer. Simplement, l'étudiant n'aura pas les points pour avoir demandé l'IRM. Donc voilà, présentation de l'IRM, quel est le diagnostic et quelle est la prise en charge immédiate que le candidat propose. Et je dois dire que ces stations où il y a des interactions avec l'expert sont aussi très appréciées des experts, justement, parce que ça les sort un peu de cette position uniquement d'observateur à remplir des checklists, et ils peuvent justement interagir avec le candidat selon un protocole bien précis, ce qui n'est pas sans des fois susciter quelques improvisations de la part des experts, parce qu'évidemment, ils se voient plutôt dans un examen oral et on essaie de vraiment leur expliquer que pour garder la standardisation propre à l'Écosse, il faut qu'ils s'en tiennent aux questions qui sont listées dans la grille et pas commencer à interagir et relancer le candidat sur un sujet qui leur plairait particulièrement. Et les candidats apprécient aussi ces stations, même si elles sont évidemment un tout petit peu... enfin voilà, ça les met au défi d'interagir dans une situation où ils sont déjà très exposés pendant les Écosses, mais ils apprécient de pouvoir développer et pouvoir présenter leurs arguments plutôt que de se sentir évalué par quelqu'un qui est un peu dans leur dos et qui peut-être n'a pas tout à fait compris le sens ou le but de leur question. Comment est-ce que nous, spécifiquement à Lausanne, nous avons évolué avec ces Écosses? Donc nous, on a commencé à faire des Écosses facultaires avant l'introduction de l'Écosse fédérale, déjà aux alentours de 2005. Pendant les premières années, on a eu un Écosse déjà en 2e année de médecine, quand les étudiants n'avaient même encore jamais vu de vrais patients, c'était uniquement exercé entre eux. À cette époque-là, c'était des stations de 9 minutes avec des tâches très basiques de uniquement faire une anamnèse ou uniquement faire un examen physique. On a quand même tenu quelques années, mais au bout d'un moment, on a arrêté parce qu'on s'est rendu compte que c'était un gros investissement en termes de ressources, alors que pour les candidats, pour les étudiants qui n'avaient encore jamais vu un vrai patient, ça restait un tout petit peu trop abstrait. Et on a finalement plutôt développé des activités formatives. On a depuis 2006 un Écosse en 3e année, donc à la fin du bachelor. Là aussi, on a évolué. Au début, on avait aussi des stations de 9 minutes où il faisait qu'une anamnèse ou seulement un status. Et finalement, on perdait une sorte de vue d'ensemble et de prise en charge. On s'est aussi rendu compte que même en 3e année, où il commence à voir quelques patients, quelques vrais patients, à cette époque, en 3e année, ils ont déjà aussi un bagage théorique qui leur permet de proposer quelques diagnostics différentiels. Pas forcément une prise en charge, mais au moins réfléchir à des diagnostics. Donc c'est pour cette raison qu'on a augmenté la durée des stations à 13 minutes pour rejoindre la durée des stations de l'Écosse fédérale. Et puis ça a rendu les tâches aussi un petit peu plus complexes. Avec le temps, on a aussi pu développer des ressources et des moyens pour faire passer toute notre volet, notre cohorte d'étudiants de 4 à 8 stations. Et on a déjà aussi, en 3e année, ajouté une station de raisonnement clinique, donc cette partie où, à l'intérieur d'une seule station, il y a 9 minutes d'anamnèse et de status et la réponse à quelques questions de l'expert.
Pour l'Écosse, on a aussi un Écosse en 5e année, donc avant l'année de stage. Là aussi, organisation un petit peu différente. Toute la 6e année se fait à l'hôpital. Et voilà, de ça, on l'a mis en place en 2010. Alors, comme c'était déjà un examen en 5e année, c'est-à-dire une année avant l'examen fédéral, qui servait à préparer les étudiants à cette échéance. Assez vite, le format était similaire à celui de l'Écosse fédérale. On a quand même réussi aussi, là aussi, à augmenter le nombre de stations par lesquelles les étudiants passaient, de 4 à 8 stations. Et au fur et à mesure que des types de stations de présentation de cas et de raisonnement clinique ont été intégrés à l'Écosse fédérale, on les a aussi intégrés à notre Écosse de 5e année. Voilà, pour les personnes que ça intéresse, je vous ai mis quelques références sur le site de l'Office fédéral de la santé publique qui organise tout cet examen. Le site est en français, des références sur la communication. Et ce n'était pas directement le sujet d'aujourd'hui, mais on va en parler juste après. Enfin, ce n'était pas le sujet de ma présentation, on va en parler après. Si vous avez un intérêt sur le programme des patients simulés, tel qu'il s'est aussi développé depuis une quinzaine d'années à Lausanne, il y a une publication relativement récente de mon équipe dans la revue Pédagogie médicale. Je répondrai à vos questions plus tard, mais je suis aussi disponible par mail pour répondre à vos questions si besoin. Voilà, merci beaucoup.